Bonjour tout le monde, nous allons continuer avec le diagramme des séquences. Tout à l'heure, nous avons vu le diagramme d'état d'utilisation. Nous avons insisté sur le fait que lorsque vous avez un système, vous devez comprendre que fait votre système. Quels sont les différents acteurs qui participent au fonctionnement de votre système. Et c'est le diagramme des cas d'utilisation qui permet de le mieux le modéliser. Maintenant, pour chaque cas d'utilisation, vous aimerez bien connaître son fonctionnement dans le temps. Et le diagramme de séquence, c'est l'un des diagrammes qui va vous aider à modéliser le fonctionnement temporel de votre diagramme des cas d'utilisation. Donc, le diagramme de séquence représente la collaboration entre les objets dans le cadre d'un système, d'un cas d'utilisation, d'un scénario ou d'un diagramme de cas d'utilisation. Le principal information contenue dans un diagramme de séquence sont les messages échangés entre les lignes de vie représentées dans un ordre chronologique. Donc, si vous avez un cas d'utilisation, par exemple, transférer de l'argent, c'est un cas d'utilisation. Maintenant, vous devez essayer de dépiécer cela, qui veut dire en réalité transférer de l'argent. Transférer de l'argent, ça veut dire, premièrement, l'utilisateur se connecte au système. Une fois que la connexion est validée, l'utilisateur active l'option transfert. Troisièmement, l'utilisateur précise le montant. Le système vérifie que le solde est au-delà, supérieur ou égal au montant. Si c'est le cas, l'utilisateur aura un message de confirmation comme quoi il doit confirmer le transfert. S'il confirme le transfert, le système va décaisser et transférer le montant en question, puis confirmer à l'utilisateur que le transfert a été fait. Donc, ces différentes étapes, selon l'ordre chronologique, doivent être matérialisées sous forme d'un diagramme qu'on appellera le diagramme des séquences. Donc, l'ordre d'envoi d'un message est déterminé par sa position sur l'axe vertical du diagramme. Donc, lorsque vous regardez ces diagrammes, vous remarquerez que les utilisateurs ou les différents systèmes ou les classes ou les objets qui interviennent sont représentés au-dessus. Et en dessous de chaque objet, on trouve une droite qu'on appelle ligne de vie. OK? Par exemple, cette droite, c'est pour l'objet A, cette classe, c'est pour l'objet B, et cette droite, c'est pour l'objet C. Donc, si on revient ici, on voit l'objet A qui envoie un message M1 à l'objet B. Lorsque l'objet B reçoit ce message, il envoie M2 à l'objet C. C répond à B, puis B répond à A. Par la suite, A écrit directement à C, puis A envoie à B et B répond à A. D'accord? Ça, c'est juste un modèle pour vous dire les différents messages. À la place de M1, M2, M3, M4, vous allez remplacer ces différents M par le vrai message. Verbe, objet. Verbe, objet. D'accord? D'accord? Par exemple, ici, c'est connecter, s'authentifier, vérification dans la base de données, ainsi de suite. D'accord? Vous remplacez, pardon, les différents M1, M2. Donc, on aura une classe. Et si on met une instance, par exemple, d'une classe ou un objet, on aura 2 points, le nom de l'instance, 2 points, le nom de la classe. Et vous avez la ligne de vie, cette droite verticale, qui va permettre de représenter les différents messages échangés par l'instance 1A à tous les objets qui sont proches de lui. D'accord? Donc, lorsque l'objet a fini d'envoyer tous ces messages, on veut symboliser la destruction, on peut représenter à la fin par une croix, qui fait dire que l'objet a été détruit. Donc, ici, c'est la création d'une instance. Donc, vous avez un rectangle, vous avez le nom de la classe et le nom d'une instance qui représente votre objet. Et vous pouvez aussi avoir des compartiments, ça veut dire des frames, qui permettront d'intégrer à l'intérieur votre diagramme de séquence. Donc, je peux avoir plusieurs diagrammes de séquence. Chaque diagramme de séquence peut être dans son frame, c'est-à-dire c'est la vue de haut niveau.
ça me permet de voir d'abord quels sont les différents diagrammes de séquence, ou bien d'insérer un diagramme de séquence dans un autre diagramme de séquence. Et maintenant, si je clique sur le diagramme de séquence en question, je peux voir maintenant son détail. Donc, dans la phase TP, vous aurez tous ces détails. Donc, lorsque, par exemple, nous voulons modéliser les diagrammes de séquence, voilà les différents objets qu'on utilise. Vous avez vu pour les cas des diagrammes de cas d'utilisation. Ça aussi, c'est pour le diagramme de séquence. Donc, si on veut représenter un acteur, on les représente par les bonhommes, le nom de l'acteur et sa classe et le diagramme de vie. Les différents messages que le bonhomme va envoyer aux différentes classes seront aussi représentés par des flèches et au-dessus, nous allons mettre le message. D'accord? Par exemple, ici, il envoie le message à une instance de la classe A. D'accord? S'il n'y a que la classe A, on met seulement classe A, mais si on met 2 points avant le nom de la classe, donc c'est un objet, c'est une instance. D'accord? On peut avoir aussi la méthode B A qui écrit à B, B qui répond, et celui-là répond à l'acteur principal. D'accord? Donc toute cette phase de l'émission jusqu'à la réception, c'est ça qu'on appelle la phase d'activation. D'accord? Le message là est actif pendant toute cette phase. Donc ça c'est la réponse et ça c'est les différents messages. Donc on a l'objet du diagramme des classes, on a le nom de l'instance de la classe. Donc le message que j'envoie peut être de deux types. Ça peut être un message synchrone. Un message synchrone c'est quoi? Par exemple, regardons ces messages. Lorsque j'envoie, je ne peux pas envoyer un autre message jusqu'à ce que j'aurai la réponse. Donc A envoie, l'application envoie un message d'erreur. Ce message d'erreur déclenche l'alarme. Une fois c'est fait, je renvoie la réponse. Après avoir reçu la réponse, que je pourrai continuer à travailler. Mais si ma réponse, plutôt mon message ne me bloque pas, c'est un message asynchrone. Un message synchrone bloque l'utilisateur jusqu'à la réception de la réponse pour passer au prochain message. Mais le message asynchrone ne bloque pas l'utilisateur. On peut envoyer autant de messages qu'on veut parce que le système n'est pas bloquant. Donc ici par exemple, l'objet a été créé et ici la destruction. Ça veut dire après ces messages, cet objet n'a plus besoin d'être. Donc si on veut modéliser quelque chose qui a été créé, détruit, donc c'est comme ça qu'on peut modéliser la présence de l'arbre de vie. Si ça ne va plus exister, on va le détruire. Donc l'acteur envoie la première méthode. Cette méthode va créer une classe. La classe va renvoyer l'instance et on va continuer à l'exploiter. À un moment donné, on n'en a plus besoin. Donc, on détruit l'élément. Donc, on peut aussi avoir des messages de type réflexif. Donc, on a des messages synchrones, asynchrones. Réflexif, c'est quand le système doit faire une vérification en interne. Par exemple, je fais un système de login, j'envoie le login et mot de passe pour s'authentifier. Le système va vérifier en interne. Il peut vérifier sa base de données, il peut contacter d'autres systèmes, mais ici, c'est plutôt une vérification en interne. D'accord? Donc, vous faites juste une flèche qui retourne vers l'arbre de vie. C'est pour dire qu'on fait appel à une méthode privée, une méthode interne, pour faire une vérification ou un calcul ou une mise à jour. D'accord? Une fois c'est fait, on renvoie la réponse à l'acteur et on peut continuer notre progression. Donc, on peut aussi avoir des messages temporels avec timeout. Ça veut dire le message est envoyé, mais le timeout, par exemple, de 5 millisecondes. Dépasser 5 millisecondes, si je ne reçois pas la réponse, c'est considéré comme un message perdu. Comme les cas du TCP qui utilise des messages avec timeout. On peut également avoir des structures conditionnelles. Je peux envoyer un message, mais si je mets entre crochets la condition, ça veut dire que c'est un message qui sera envoyé si cette condition est vérifiée. D'accord? Si la condition n'est pas vérifiée, je mets un autre cas de non-condition. Par exemple, envoyer authentifié si on utilise par exemple le navigateur, le browser. Mais si on utilise par exemple une application Android, on ne s'authentifie pas parce que le téléphone est déjà authentifié. D'accord? Ça peut être un cas. Donc,
on peut dire, voilà, si quelqu'un utilise par exemple un code qui termine avec @ispt.cd, on n'a pas besoin d'authentification. Mais si c'est quelqu'un qui se connecte avec un autre compte comme par exemple isipa.cd, la personne doit s'authentifier parce qu'il n'est pas du système. Donc on peut conditionner certains messages. Pour cela, pour écrire la condition, le diagramme de séquence veut que vous puissiez écrire entre crochets la condition et le nom de votre méthode. Donc si la condition est vérifiée, le message sera envoyé. Donc vous pouvez avoir aussi un cas alternatif, ça veut dire le sinon. Donc si le message n'est pas envoyé, pour le même message, je fais un cas alternatif. Donc là, c'est la source. De la même source, j'ai ces messages. Donc je peux en avoir 2, 3, 4, autant que je peux dans mon système. Donc il suffit de comprendre votre système, ça fonctionne comment. Si dans un certain niveau de change, il y aura un cas alternatif, voilà comment vous allez représenter cela. Bien sûr, vous avez mis la condition. Donc, la condition est là pour déclencher l'événement. Au cas où, par exemple, la condition n'est pas vérifiée, le message ne sera pas envoyé. Donc, on peut aussi faire deux diagrammes de séquences correspondant à ces deux scénarios pour plus de lisibilité, mais représenter la condition et le cas alternatif directement dans les diagrammes, ce n'est pas un problème. D'accord? Il suffit de juste bien lire les diagrammes et de les comprendre. Donc, vous avez par exemple une condition, d'accord? Le A, par exemple, envoie le message à C si la condition est vérifiée. Si la condition n'est pas vérifiée, on peut décomposer ça. On va envoyer le message à B et B va envoyer à C. Je donne un exemple. Par exemple, si la distance entre A et C est inférieure en termes de temps à 100 millisecondes, donc on envoie directement quand il s'agit de deux serveurs qui communiquent. D'accord? Si le serveur est plus proche du mien, je lui envoie directement le message. Mais si le serveur n'est pas proche du mien, j'envoie à un serveur de relais, d'accord, qui est le serveur B, et c'est B qui va s'en en charger pour envoyer à C. Parce qu'on sait que notre système, le timeout par exemple, est de 10 millisecondes. Donc dépasser un certain délai, on va perdre le message. Ça peut être aussi, tout dépend de votre système, comment ça fonctionne, d'accord? Si vous avez telle permission, accédez directement au système. Si vous n'avez pas la permission, vous passez d'abord par un autre sous-système et le sous-système qui va vous authentifier. Donc, si vous voulez représenter la condition, crochet, par exemple, la somme est supérieure à 100. Donc, si la somme est supérieure à 100, vous pouvez acheter. Sinon, vous allez faire un prêt et le prêt va vous permettre d'acheter. Donc, on peut avoir plusieurs messages, d'accord? Envoie du même message n fois. Donc, on peut en mettre étoile ici, qui va représenter plusieurs fois. Donc, ça peut représenter 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois le nombre de messages qu'on peut envoyer si la condition est vérifiée. D'accord? Donc, mais si on ne met pas de condition, c'est une seule fois. Mais si on veut envoyer le message plusieurs fois, on peut mettre étoile avant pour indiquer que c'est plusieurs messages. Donc, lorsque vous regardez ces messages, vous remarquez que, par exemple, Monsieur Dupont est de type responsable, c'est une instance. Il envoie un message à la librairie pour avoir le détail des commandes. La librairie va faire une vérification en interne pour lire les différentes commandes. Une fois que les commandes sont prêtes, va envoyer cela dans l'objet commande qui va récupérer les informations comme la date, les différentes lignes de commande, les différents détails des lignes, qui va envoyer ça dans ligne de commande. Quand vous avez une facture, chaque facture contient une ligne de commande. Chaque ligne de commande va récupérer les différents éléments, aller dans une autre table, récupérer les informations du livre, récupérer toutes ces informations pour chaque livre et par la suite renvoyer cela à l'utilisateur. Ok, donc on peut renvoyer les informations. Donc essayez un peu de voir cela comme une interaction entre plusieurs objets et de façon séquentielle vous représentez l'évolution de votre cas d'utilisation ou de votre système. Donc, on peut avoir aussi une autre approche. Vous pouvez avoir l'approche supervision, d'accord? Donc, vous envoyez un message à librairie. Librairie va demander la date, lui va répondre, d'accord? Au lieu
d'envoyer le message à la fin. D'accord? Donc, on peut envoyer ça à un autre système. Il va récupérer, qui va nous répondre. Donne-nous les lignes, il répond. Donne-nous la quantité, il répond. Donne-moi la liste des livres. Donne-moi les titres des livres. Donc, c'est librairie lui-même qui fait la supervision. Donc, c'est lui le médiateur, comme on dit ça en design pattern. C'est lui qui va récupérer toutes ces informations et retourner cela à l'émetteur. Au lieu que livre interagit avec émetteur, livre n'interagit pas, c'est librairie qui interagit. Donc tout dépend de l'approche et de votre design pattern que vous mettez en place pour la communication. Donc résumons un peu le diagramme des séquences. Donc vous avez la ligne de vie qui représente les différentes séquences pour l'objet client. D'accord? Vous avez aussi l'objet, la classe guichet automatique qui est là. Donc, comment on représente le cas d'utilisation, par exemple, retirer l'argent. D'accord? Retirer l'argent peut être représenté par plusieurs séquences. Si je veux maintenant détailler, donc premièrement, je dois introduire la carte au guichet. Le guichet va me demander le code. Je vais saisir mon code de 4 chiffres. Le guichet va faire une vérification en interne. Souvent, quand on représente un système de haut niveau, dans les diagrammes de séquences, on aura des types de diagrammes de séquences. Juste le diagramme de séquences de haut niveau où on n'entre pas dans les détails, mais on est un peu dans l'abstraction. Et le diagramme de séquences détaillé où on entre vraiment dans les détails. Ok? Donc ici, on n'entre pas vraiment dans les détails, c'est pour cela que vous avez ces systèmes. Sinon, vous devez savoir vérifier le code. Qui vérifie le code? Quel composant qui le fait? Ok? Donc, vérifier le code. Si le code est vérifié, la condition, si le code est faux, donc on va s'arrêter. Le client, son opération va s'arrêter. Mais si le code est bon, on va lui demander le montant. Il va introduire le montant. On va vérifier le solde. Si le solde est inférieur à ce qui a été demandé, on va annuler l'opération. On dira que solde insuffisant. Sinon, si le solde est supérieur à ce qui a été demandé, on va lui demander s'il veut un ticket. Oui. S'il ne veut pas de ticket, on va laisser. Il peut dire je refuse de continuer. On va éjecter la carte ou bien récupérer la carte et par la suite récupérer l'argent et le billet. Ok? Donc ça c'est un peu l'interaction. Le diagramme des séquences nous donne un peu cette interaction. Plus tard, à quoi va servir le diagramme des séquences dans la programmation? Dans la partie implémentation, maintenant, le développeur, parce qu'ici, nous sommes dans la phase analyse et conception. D'accord? Celui qui fait l'analyse essaie de représenter les différents diagrammes pour aider le programmeur, ça veut dire l'ingénieur développeur, à pouvoir créer des fonctions qui vont vraiment respecter ce qui a été défini au niveau des différents diagrammes dans la phase de conception, analyse et conception. Ok? Donc, il va par exemple regarder, je vais créer une fonction ou un module retirer l'argent. Donc, si je vais retirer l'argent, je dois mettre en place une fonction qui va permettre de demander du code si la personne a introduit sa carte. Je dois créer une fonction qui doit faire la vérification du code. Il doit créer une fonction qui va répondre négativement ou positivement. Donc si on vérifie le code, si c'est positif, on va lui demander le montant, on va créer cette fonction et la personne va répondre, on va lui créer aussi des interfaces pour pouvoir répondre. Et si le solde est inférieur au montant demandé, on doit répondre négativement. Sinon, on va lui demander est-ce qu'il veut un ticket. S'il accepte, on va éditer, imprimer les tickets. S'il refuse de prendre le ticket, on va éjecter la carte. D'accord? Sinon, s'il avait voulu les tickets, on va lui donner les billets, il va récupérer les billets. Donc, toutes les fonctions doivent être prévues et la séquence. Donc, quand moi je suis en train de programmer, je suis dans la première ligne de code, je vais créer une fonction qui va dire donnez-moi votre code. Je crée la fonction, par la suite, je crée une fonction qui va vérifier et le module aura beaucoup de fonctions. Et la logique est définie
dans les diagrammes de séquences. Il n'y a pas que les diagrammes de séquences, il y a aussi d'autres diagrammes comme diagrammes de collaboration, diagrammes d'activité. Ces différents diagrammes là aussi des transitions d'état va nous aider aussi à voir les interactions et à les matérialiser. Mais un des diagrammes qui peut déjà nous aider à modéliser nos fonctions dans la phase implémentation, c'est le diagramme des séquences. Donc, dans le diagramme des séquences, vous aurez aussi plusieurs opérateurs, d'accord? Donc, vous aurez par exemple un opérateur qu'on appelle la référence. Si j'ai deux diagrammes de cas des séquences, le premier diagramme, c'était le diagramme, par exemple, s'authentifier, qui modélise un peu comment se fait l'authentification entre le client et les systèmes. J'ai un autre diagramme qui s'appelle, par exemple, acheter en ligne, d'accord? Donc, ces diagrammes-là doit se faire avec l'inclusion du diagramme s'authentifier. Donc, je ne peux pas dans la séquence ici répéter encore s'authentifier, puis je commence à répéter à acheter. Si s'authentifier, je l'ai déjà créé, je vais juste l'inclure. D'accord? C'est inclure un diagramme qui existe déjà. C'est pour cela qu'on appelle ça la référence. La référence, c'est quand vous avez déjà un diagramme de séquence qui est déjà créé, vous allez tout simplement l'intégrer. D'accord? Dans les opérateurs, rappelez-vous, on avait utilisé un opérateur condition. Au lieu de faire la condition de façon isolée, vous pouvez utiliser l'opérateur alternative ALT. D'accord? Cet opérateur permet de désigner une condition if, voilà ce qu'il faut faire, else, voilà ce qu'il faut faire. Par représente les exécutions parallèles, c'est-à-dire le message qui sera envoyé en parallèle. Op, c'est optionnel, les if et les else. Le if tout court, pardon, pas de else. Le loop, c'est une boucle. On va définir combien de fois on va tourner. Le break, c'est représente un scénario d'exception ou d'interruption et les négatifs représentent un ensemble d'interactions non valides. D'accord? Donc ces opérations-là, il y aura des opérateurs critiques, d'accord, qui représentent un ensemble de messages qui ne doivent pas être interrompus. Il y a des opérateurs tels qu'on peut dire ignore et considère, c'est-à-dire ils représentent des messages qui ne sont pas intéressants, qu'on peut ignorer. Assertion indique que c'est la seule séquence possible. Et weak sequencing et strict sequencing indiquent l'ordre de message. Ça veut dire si on respecte de façon stricte ou aléatoire. Donc, comment on représente ces opérateurs? On dessine un rectangle et vous avez votre petit dessin à l'intérieur ici. D'accord? Comme un petit rectangle dont l'un des angles est un peu cassé. Donc, le nom de l'opérateur. Ici, opérateur, vous allez remplacer ça par ref, alt, par, opt, loop, break ou négatif. D'accord? Ce sont les différents opérateurs ici. Donc ici, je suis dans un diagramme de séquence qui représente la relation entre A et B, C. À un moment donné, j'ai une opération, par exemple, opt, qui veut dire if. D'accord? Je vais représenter. Si j'ai une boucle, loop, d'accord? Donc les différents opérateurs qu'on a dit, ref, alt, par, peuvent être représentés. Donc, vous pouvez les représenter comme ça. Donc, ça, c'est le nom de l'opérateur et les différentes séquences, régions. Donc, si j'ai l'opérateur, par exemple, qui permet de faire le par, d'accord, exécution en parallèle. Si je le mets par ici, j'ai des messages M1, M2, M3. Ça veut dire que les trois messages seront envoyés de façon simultanée, en parallèle. OK? Donc, ça sera envoyé en parallèle. Donc, l'opérateur que vous mettez va influencer le résultat que vous aurez à l'intérieur. Par exemple, ici, on a un serveur qui imprime, d'accord? On va compresser un fichier, appeler un fichier pour dire si le fichier est compressé. Si oui, donc si le fichier est compressé, on va le décompresser. Une fois on le décompresse, on l'imprime. Mais si le fichier n'est pas compressé, donc cette partie ne sera pas exécutée, directement on va imprimer. Donc regardez ici, la décompression n'est pas automatique, la décompression est conditionnelle. On décompresse que quand le fichier était compressé, d'accord? C'est pour ça qu'on a mis opt, pour dire if, si le fichier, parce que ça c'est un booléen, c'est un résultat vrai ou faux, parce qu'on a appelé une fonction qui dit est-ce que c'est compressé. Donc ça vérifie si le fichier est compressé. Si oui, on va exécuter décompresser, sinon
Donc moi, quand je vais arriver dans la partie implémentation, si je vais créer cette fonction pour imprimer les fichiers, je vais créer une ligne d'abord qui invoque la fonction vérifiant que la fonction peut être est compressée ou pas. S'il me répond par vrai, je vais décompresser d'abord le fichier, puis je vais l'imprimer. Mais s'il me répond par faux, c'est déjà un fichier décompressé, je vais directement l'imprimer. D'accord? Donc, celui qui a modélisé avec le diagramme des séquences m'a énormément aidé. Même si je n'ai pas participé à la phase analyse et conception, mais si j'ai la documentation de mes différents diagrammes, je peux comprendre réellement de quoi il s'agit et je peux directement implémenter cela. C'est l'une des raisons d'utiliser l'UML. Donc ici aussi c'est le cas. Donc on a la lumière, on veut éteindre ou allumer, d'accord? On vérifie l'état de la lumière. Si la lumière est on, donc on tourne ça off. Mais si la lumière est déjà off, on tourne ça on. Dans le cas de toggle, c'est interpréter, c'est switcher entre on et off. D'accord? Donc switcher entre on et off, c'est utiliser l'opérateur alternatif qui utilise le if et le else. Les if, c'est la partie supérieure. On met le tiret souligné, le tiret, et la partie else est représentée dans la deuxième zone. Ok? Nous avons ici dans la deuxième zone la partie else. Donc ça c'est la partie i. Et à l'intérieur, on remplit la condition. Si la condition est vérifiée, ces messages-là seront envoyés demandant à la poule de s'éteindre. Si la lumière est éteinte, on va demander à la poule de turn on, c'est-à-dire de s'allumer. Donc, on peut combiner plusieurs systèmes, d'accord? Vous avez par exemple ici une fonction qui fait la lecture, d'accord? Si le fichier n'est pas lisible, d'accord, envoie un message d'erreur à l'interface qui s'occupe d'afficher les erreurs. Ça peut être un fichier, ça peut être l'écran. D'accord? Le break, c'est pour une interruption. Mais l'interruption conditionnelle, c'est une interruption si le fichier n'est pas lisible, on va interrompre. Et après, on vérifie si le fichier est lisible, on va vérifier si le fichier n'est pas compressé ou compressé. Si c'est compressé, on va le décompresser, puis on va l'imprimer. Vous voyez comment on a combiné dans le diagramme des séquences plusieurs étapes. D'accord? Vous avez plusieurs objets qui interagissent. Le serveur, l'afficheur du message d'erreur ou bien la sortie pour le message d'erreur, le fichier et l'imprimante. Donc, on peut aussi avoir un contrôleur, un objet et une collection. Donc, l'itérateur, c'est une boucle pour parcourir une liste ou bien un tableau. En Java, vous utilisez souvent les itérateurs. En C# également, il y a des itérateurs. Donc, vous allez dans une collection, vous récupérez la liste des éléments. Donc, il va vous renvoyer les éléments. Et vous allez passer au suivant, as next. Vous appelez la fonction passer au suivant. Donc, si il y a encore les éléments, on va récupérer l'élément, on va récupérer le processus et on va demander le suivant. Mais ici, c'est quoi? C'est le loop. On va tourner, c'est une boucle tant que. Tant que la condition is more, ça veut dire que tant qu'il y a encore des éléments dans le tableau, d'accord, dans notre collection, une collection pour votre niveau associée à un tableau. Donc, un tableau contient plusieurs éléments de même type. Mais par la suite, ça peut être de plusieurs types. D'accord? Pour l'instant, considérez tout simplement comme un tableau contenant les éléments de même type, mais ça peut être aussi des éléments de types différents. Tout dépend de quelle forme de collection utiliser. De quel type, pardon. Donc ici, vous remarquez, j'ai mis dans l'opérateur, c'est la loop. C'est loop. Loop veut dire boucle. Et la condition, c'est tant que. Tant qu'il y a encore d'éléments, vous allez récupérer, exécuter un processus et vérifier le prochain. Donc, ismore et update à la fin. C'est comme si on faisait le suivant, le suivant, le suivant, le suivant. Tant qu'il y a le suivant, on va continuer. Une fois qu'on a fini, on n'a plus besoin de cet itérateur parce que si vous le gardez, ça va consommer de la mémoire inutilement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le détruire. Donc, si vous utilisez le langage, par exemple, C ou C++, vous avez fait la réservation dynamique et vous avez travaillé après avoir fini avec l'itérateur. Donc, vous n'avez plus besoin
de cette mémoire dont vous devez détruire la variable en question. Donc, tout ce qu'on peut retenir ici, c'est quoi? C'est que le diagramme de cas d'utilisation, plutôt le diagramme des séquences, c'est un diagramme qui nous permet de visualiser en temps, de manière séquentielle, les différentes actions, les différents messages échangés entre les acteurs et les systèmes. Donc, lorsque vous avez représenté votre diagramme des cas d'utilisation, c'est mieux aussi pour chaque utilisation d'essayer de le détailler un peu avec les diagrammes des séquences pour comprendre en réalité de quoi il s'agit. Je peux mettre dans le diagramme des cas d'utilisation ouvrir une porte. Mais ouvrir une porte, c'est quoi pour un acteur? Vous devez l'expliquer. Écrire, par exemple, une lettre. Écrire une lettre, c'est quoi au juste? Parce que quand vous utilisez un programme informatique, l'ordinateur ne sait pas ce qu'il s'agit d'envoyer un SMS ou envoyer un email. Vous devez lui décrire envoyer un email, c'est quoi? Un utilisateur peut envoyer un email, c'est le cas d'utilisation. Maintenant, les diagrammes de séquence vont vous dire comment l'utilisateur envoie l'email. Premièrement, l'utilisateur va se connecter. Le système vérifie que la connexion marche bien, puis il va ouvrir le programme de messagerie et le système va lui demander de remplir le formulaire. Il va remplir les différents paramètres, il va envoyer le message. Le système vérifie que le message est correct, il n'y a pas d'erreur. Et par après, le système envoie le message et envoie une notification à l'utilisateur que le message a été envoyé. C'est ça, écrit le message. Donc, les différentes étapes. Donc, de même aussi, lorsque vous modélisez avec des diagrammes de séquences, tenez en compte de tous les messages échangés entre les acteurs et les systèmes. Et vous avez différents types d'objets, d'accord, que vous pouvez utiliser pour modéliser. Donc, je vous encourage de creuser davantage sur les diagrammes de séquences pour maîtriser les différents outils.